Squeezing the finest minds to extract the purest science? Welcome to Juicy Interview. Bonjour docteur Sylvain Choquet. Bonjour. Vous êtes chef du service d'hématologie clinique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes spécialiste des lymphomes du système nerveux central et des lymphomes après transplantation. Votre expertise est mondialement reconnue. Vous avez participé à plus de 170 travaux de recherche et êtes l'auteur de livres destinés aux étudiants en médecine. Auriez-vous d'autres choses à ajouter? Bon, c'est un résumé un petit peu ambitieux, mais il y a des mauvais côtés aussi. Mais l'ensemble reproduit un petit peu en effet ma carrière. Très bien, bon, on va aller un peu plus en profondeur dans celle-ci. Justement, la première question, comment en êtes-vous arrivé là, docteur Sylvain Choquet? Comment on est arrivé là? Déjà, la première chose, c'est vouloir faire de la médecine. Alors, j'y étais presque parce que quand j'étais jeune, je voulais être conducteur de camion poubelle, ce qui est assez proche. Puis ensuite vétérinaire, pompier, etc. Et puis vers la fin, je me suis dit, je vais peut-être faire de la chirurgie. Et j'ai fait médecine pour faire de la chirurgie. Et la blague que je dis à tous mes amis chirurgiens, c'est après j'ai appris à lire et à écrire, donc j'ai fait de la médecine. On va le couper ça. Après, donc j'ai fait la médecine en voulant être chirurgien, puis c'est à l'occasion des stages qu'on fait dans les différents services, et puis d'apprendre des spécialités dont on n'avait jamais entendu parler. Je me suis dit, l'hématologie, ça me semble logique, intéressant, avec beaucoup de création de nouveautés. Donc c'est pour ça que je me suis engouffré dans cette spécialité, mais très tardivement. Vraiment, c'est l'avant-dernière année de médecine, je me suis dit, c'est ce qui m'intéresse. Et puis ça s'est confirmé par la suite. Pourquoi se spécialiser dans ce type de lymphome qui est très rare justement? Alors, dans tous les cas de figure, il y a la vie et il y a les décisions. Vous voyez, j'avais commencé à faire de la chirurgie, j'ai terminé en faisant hématologue, il n'y a pas grand rapport, sinon il y a du sang dans les deux. Mais après, ça a été l'opportunité de trouver un poste ici à la Pitié-Salpêtrière parce que ça m'a vraiment plu. J'ai eu la chance de connaître Monsieur Binet qui a donné son nom à une classification en hématologie et le service m'a vraiment passionné. Et l'une des énormes spécialités de la Pitié-Salpêtrière connue un petit peu partout, c'est la neurologie. Donc le lien entre la neurologie et l'hématologie, les lymphomes cérébraux, c'est un petit peu logique. Donc j'ai eu là aussi la chance de pouvoir travailler sur ces lymphomes-là quand j'étais chef de clinique, donc assez jeune, avec l'équipe de neuro-oncologistes. Et Jean-Yves Delattre, à l'époque, était quelqu'un vraiment d'admirable. Et puis on a vraiment eu des points communs. On a développé les lymphomes cérébraux et maintenant c'est vraiment on travaille main dans la main avec les deux services. Et comme c'est le premier service français en nombre de lymphomes cérébraux, ça nous fait une quantité énorme. On en parlera peut-être par la suite, mais on a profité pour faire des nouvelles thérapies là-dedans. Le deuxième point, c'est les transplantations. Donc évidemment, on a beaucoup de transplantations. C'est le premier hôpital pour les transplantations du cœur. On a pas mal de reins, on a du foie également. Et l'une des spécialités avant de ma patronne, Véronique Leblond, c'était les lymphomes du transplanté. Elle en avait déjà une petite vingtaine. Et elle m'a dit, écoute, est-ce que tu peux prendre ça comme sujet? Et après, j'ai développé ma carrière là-dessus. Il y a quand même un mentor derrière, qui était Madame Leblond, qui m'a poussé, ça m'a passionné. Et ensuite, je me suis mis dans la filière. C'est une maladie qui est rare. C'était passionnant. On avait pas mal de cas. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière avec les lymphomes post-transplantation. Et ensuite, on a rajouté les cérébraux. Super, merci beaucoup. Donc justement, vous êtes non seulement praticien hospitalier, mais également extrêmement impliqué dans la recherche clinique. Vous avez énormément contribué à l'une des thérapies les plus efficaces actuellement dans le traitement des lymphomes de type B, qui est l'immunothérapie de type CAR-T. Comment est-ce que vous percevez l'évolution et l'acceptation de ce type de thérapie par rapport au début de votre carrière? Alors c'est clairement quelque chose de révolutionnaire. Alors, les hématologues connaissent bien, les autres spécialités commencent à connaître parce que c'est des thérapies qu'on essaye de faire en maladie de système, maladie auto-immune, en neurologie comme sclérose en plaques ou en cancérologie. Mais pour nous qui avons commencé, maintenant je suis plus aussi jeune que ça, avec des traitements assez limités, de la chimiothérapie, on arrivait aux immunothérapies, aux thérapies ciblées, les CAR-T, c'est de la thérapie cellulaire. Avant, c'était l'allogreffe, la thérapie cellulaire. Je change tout, c'est la chirurgie de l'hématologue. On n'est pas content et on change tout. Là, c'est pré-ciblé. Donc, c'est quelque chose qui, clairement, d'un résultat d'environ 10% des patients qui vont pouvoir guérir, on arrive à 50 voire plus. L'intérêt dans la lymphome cérébrale, c'est on connaît très bien la maladie, on est expert dans ce domaine-là. Il y a une indication qui est un petit peu limite, c'est-à-dire qu'à l'époque, lymphome B différentes cellules, il y a des gens qui disaient le cérébral il est à part. On disait non, c'est du B différentes cellules. Donc il y a eu une petite guérouille au plan national, tout le monde n'était pas d'accord. On s'est mis quand même à l'intérieur, on a dit aux amis, écoutez, nous on va le faire parce qu'on a beaucoup de cas, on va le faire de façon la plus propre possible, on fait un bilan à 1 an.
et le bilan était plutôt prometteur à 1 an, et maintenant on sait sélectionner les patients. On a des résultats, nous, localement, qui sont même meilleurs que pour le lymphome en dehors de la tête. Donc c'est passé, et des centres qui étaient très réfractaires à cette idée-là, en voyant les résultats, se sont dit, en effet, c'est quelque chose de révolutionnaire dans la prise en charge de ces lymphomes-là, qui donne des résultats vraiment excellents. Donc vous voyez, il y a un peu, bien sûr, il y a l'expertise, il y a un petit peu de bol, parce que peut-être que ça n'aurait pas marché aussi. Il faut avoir des amis qui vous soutiennent, ça n'a pas été toujours gagné. Au début, on me disait, mais ça coûte cher, ça sert à rien, arrête si ça marche pas. Il faut avoir un petit peu de ténacité pour pouvoir arriver à ça, et on est très content du résultat. Ouais. Ok, bon, je fais une petite parenthèse, mais là, quand vous parlez de guérouille nationale, c'était seulement national ou Ah non, alors en fait, si vous voulez, aux États-Unis, il n'y a même pas de guérouille parce que c'est marqué, c'est interdit dans le lymphome cérébral primitif. Ah, ok. Donc il y avait des données dans le secondaire, c'est-à-dire des gens qui avaient un lymphome en dehors de la tête et qui rechutaient dans la tête. Ça, il y avait quelques données, donc on savait que ça marchait bien. En France, en Europe, c'est pas marqué ça. Marqué lymphome B différentes cellules. Donc ça dépend comment on comprenait l'AMM et les directives de l'OMS dans la classification des lymphomes. C'est une histoire d'interprétation. Ok, merci beaucoup. Vous avez aussi été récemment à l'initiative de la première étude clinique portant sur l'utilisation du tabelecleucel, une thérapie cellulaire innovante et prometteuse pour le traitement des lymphomes liés au virus d'Epstein-Barr. Pourquoi est-ce si important pour vous de conduire ces études cliniques? Alors, déjà, c'était quelque chose d'assez passionnant, parce que comme on en a parlé depuis le début, ce qui m'a un peu lancé dans ma carrière d'hématologue, c'était les lymphoproliférations du transplanté. Quelque chose qui est vraiment très serré, très rare, mais qui m'a permis d'avoir je dirais une reconnaissance internationale dans ce domaine-là. Et arrive un médicament qu'on avait utilisé, enfin c'est une thérapie cellulaire qui avait été faite dans des petites études à droite à gauche, c'était utilisable pendant la durée de l'étude, puis ça s'arrêtait, rien de commercialisé. Et là, il y a un laboratoire américain qui s'appelle Atara, qui a racheté les droits du Sloan Kettering Hospital aux États-Unis pour pouvoir fabriquer de façon industrielle ce produit-là. Et bien sûr, il faut faire des études. Donc c'était pile poil dans mon domaine extrêmement serré, où les Américains m'ont dit, écoutez, vous êtes connus, est-ce que vous pouvez nous aider à faire cette étude-là pour nous conseiller comment diriger l'ensemble? Donc, à la fois, c'est un peu, je dirais, une consécration d'avoir un labo qui s'intéresse à une maladie aussi rare, un produit qui est vraiment potentiellement extrêmement utile, parce que c'est en gros 50% des patients qui vont pouvoir guérir avec ce médicament-là, alors que le pronostic au moment de la rechute est très mauvais. Et en plus, la tolérance est très bonne. Donc c'est super excitant d'arriver, alors à mon âge, j'ai encore quelques années avant la retraite, mais j'ai quand même plus de parties derrière moi que devant moi, d'arriver en effet à un nouveau produit, une étude qui permet d'avoir l'autorisation de mise sur le marché, dans un domaine qui est un peu votre passion, parce que ça vous a créé dans votre domaine de l'hématologie. Et à la fois, on crée l'avenir, on est à l'origine de l'avenir, et on va participer à quelque chose qui va pouvoir guérir des patients. Ça, c'est l'un des trucs les plus sympas de notre métier. Bien sûr, ouais. Super, et merci beaucoup. À votre avis, dans quelle mesure l'accès aux travaux de recherche actuels a-t-il influencé l'orientation de vos études? Et comment faisiez-vous votre travail de littérature scientifique au début de votre carrière par rapport à aujourd'hui? Alors là aussi, beaucoup de choses ont changé, hein. Vous êtes très jeune, mais nous, à l'époque, PubMed, c'était uniquement en publication écrite. Donc on avait les rapports écrits, puis c'était payant. Donc on demandait aux seniors, aux vieux, tu peux me donner pour tel domaine? Et puis ensuite, c'était en ligne, et puis c'était en ligne payant. Donc là aussi, on disait, ah, tu as un accès, je vais chercher l'accès. Et il fallait chercher par données, tiens, je vais regarder les lymphomes dans telle maladie. Puis on faisait des petits travaux. C'était sympa de faire déjà pour la thèse, pour le service dans lequel on est. Et ensuite, c'est devenu gratuit. Là, ça va beaucoup aider. Mais ça s'élargit d'une façon tellement monstrueuse, le nombre de revues et d'articles d'intérêt, qu'on n'a pas le temps de tout lire. Donc, il faut du matériel prédigéré. Et parmi les matériels prédigérés, on peut en avoir beaucoup. À un moment, il y avait des laboratoires qui nous faisaient une sélection, toujours maintenant un petit peu aussi, une sélection dans le lymphome, dans le myélome, dans d'autres choses. On sélectionnait un petit peu. L'une des sélections que j'utilise le plus actuellement, elle est toute bête, elle est très intelligente aussi, c'est de l'INCA. C'est gratuit. Alors, il nous donne à la fois du cancer solide et de l'hématologie, on sélectionne, mais il y a de la biologie, il y a de la prédisposition, il y a de la thérapeutique. Je peux pas tout voir, mais au moins il y a ça qui me donne une sélection. Et puis, il y a d'autres solutions aussi Internet, qui là, c'est vraiment dans un domaine particulier. Donc, ils savent que ce qui m'intéresse, c'est le post-transplantation. Donc, régulièrement, ils m'envoient des articles, mais souvent, c'est des anciens. Donc, je sélectionne si je l'ai déjà ou pas. Donc, un cas très nouveau, c'est ce qui est en train de sortir. Et puis, cette autre application, c'est vraiment dans mon domaine spécifique qui donne. Ok,
Qu'est-ce qui fait que pour vous, parfois, ça peut être difficile de rester à jour? Est-ce qu'il y a trop d'informations? Est-ce que c'est difficile d'avoir la bonne information, par exemple? Alors, c'est impossible de tout connaître. Faut être honnête. Il y a des jeunes qui sont stressés, qui me disent: «Mais comment tu fais pour tout connaître?» Je connais pas. Je donne l'impression, mais je ne connais pas. Je connais mon domaine et alors, c'est sûr qu'il y a cette prédigestion, il y a ce que les autres disent, il y a les congrès en France et à l'étranger où on apprend beaucoup. Ouais. On est quand même un peu à jour. L'avantage des congrès importants, comme la SFH en France, l'ASCO, l'ASH, à l'étranger, c'est que dans le domaine qui nous intéresse, on va vraiment voir ce qui est nouveau. Après, il y a les éducationnels où là, vraiment, ils nous font l'état des lieux de la recherche clinique, biologique également, dans ce domaine-là. Donc, on se met à jour. Les congrès, c'est très important aussi, parce qu'on a pu rater des trucs à droite, à gauche. Impossible de tout connaître. Il faut vraiment ne pas déprimer, parce que sinon, on va se taper la tête contre le mur. OK, moi, je Il pense. paraît qu'il y a des applications super utiles dans ce domaine-là. Oui, il y en a une qui s'appelle Juicy, notamment, je la connais un petit peu. Et au regard de vos nombreuses contributions scientifiques, vous jonglez entre vos rôles de praticien hospitalier et celui de chercheur. Pensez-vous avoir trouvé le bon équilibre entre ces 2 activités? Toujours difficile de trouver l'équilibre. L'équilibre entre quoi? Entre la recherche, la clinique, la vie personnelle, la vie scientifique. C'est l'équilibre en médecine, on l'a rarement, hein, pour être honnête, hein. En tout cas, pour répondre plus directement à votre question, au niveau du travail, au niveau professionnel, entre voir les malades, s'occuper des patients, la consultation, la visite et la recherche clinique, c'est important de faire un mix des 2. Si on fait de la recherche biologique, éventuellement, on peut faire que ça, il n'y a pas de souci, mais on sera pas très bon en clinique. Si on fait de la recherche clinique et on fait pas du malade, on fait pas de consultation, on va être un peu déconnecté. On n'aura pas des bonnes idées parce qu'on ne sait pas exactement, ou alors c'est le reflet de ce qu'on a lu, de ce que les autres disent. C'est vraiment, ça c'est l'exemple typique de 2 maladies rares, le cérébral et le post-transplantation. C'est grâce à l'expérience qu'on a avec tous les malades qu'on voit, qu'on peut dire vraiment en congrès, attention, il y a telle toxicité, telle efficacité, ce qu'on vous dit c'est vrai, ce qu'on vous dit attention, méfiez-vous, c'est n'importe quoi. Ça vous permet de reviewer des articles qu'on vous donne régulièrement à faire dans votre domaine, évidemment. Vous pouvez dire, là, ils se sont plantés, là, ils n'ont pas l'expérience, là, c'est du n'importe quoi, là, c'est super. Voyez. Et l'intérêt de faire de la recherche clinique à côté, c'est aussi une compensation intellectuelle et bénéfique. C'est-à-dire que, surtout dans des domaines de pointe, où on va vraiment proposer des nouvelles thérapies, donc on fait avancer la médecine, on se dit, bah, je sers à quelque chose, si on le voit avec les patients, mais trop de patients, c'est un peu épuisant aussi. Et puis, il y a les patients qui vont vous engueuler, il y a du stress, il y a beaucoup de stress. Recherche clinique, il y a un petit peu moins de stress. Et puis surtout, quand on peut aboutir à des résultats, c'est un bon équilibre à avoir vraiment entre les 2. D'accord, donc pour les jeunes médecins qui nous regardent, pensez-vous qu'il faut choisir justement parfois entre la pratique, la prise en charge des patients ou bien la recherche? Et comment est-ce que ça a évolué depuis le début de votre carrière, la pratique combinée entre la recherche clinique et la prise en charge des patients? Alors, moi, si vraiment il y a un conseil à faire aux jeunes étudiants qui veulent faire de la biologie, c'est pas grave, honnêtement, de pas faire du tout ou pas beaucoup de clinique. Par contre, ils veulent faire de la bonne recherche clinique, être intelligent dans ce domaine-là, il faut absolument qu'ils ne lâchent pas la clinique. Ils voient des patients en consulte, en salle, c'est que comme ça qu'ils apprendront vraiment. Et commencer doucement, faire de la pratique clinique en salle, ils apprendront bien et petit à petit participer à la recherche clinique, c'est-à-dire écrire des articles avec des seniors. Ensuite, s'ils ont la chance d'être, c'est important, il y a un aspect humain, d'être sous la coupe de mentors qui peuvent vous aider, écoutez, je te lance là-dessus, je te donne la partie, tu t'en occupes, tu publies, tu es plus jeune que moi quand je partirai, tu pourras prendre le relais dans ce domaine-là parce que petit à petit, tu auras appris. Ça, c'est difficile, il n'y a pas de conseil à dire, parce que le mentor, vous pouvez vous planter, que ce soit quelqu'un de naze ou quelqu'un qui soit très bien, il faut avoir l'occasion. Prenez le temps, soyez pas trop pressés, pas trop mégalo, et puis les choses arriveront comme il le faut. Je pense après, il y a des gens qui veulent faire que de la clinique et avoir une vie épanouie à côté. Je pense que quand on fait les 2, à la fois de la clinique, de la recherche clinique à côté, c'est peut-être difficile d'avoir un équilibre perso à côté. Donc ça, c'est aussi des choix à avoir, si vous êtes universitaire ou pas universitaire. Les centres universitaires poussent énormément à la recherche clinique, mais si vous êtes dans un centre périphérique, vous pouvez tout à fait faire de la très bonne recherche clinique. Donc ça, c'est pas complètement rédhibitoire. C'est un choix à faire, peut-être pas forcément le faire dès le début. Attendez de voir un peu dans votre expérience, dans les stages, ce qui vous intéresse le plus. D'accord, donc commencez doucement, gardez un peu d'humilité. Est-ce que vous voyez d'autres initiatives pour permettre de mieux concilier ces 2 mondes? Être ouvert. Parce qu'on peut arriver en disant, oh, je veux absolument faire de la leucémie aiguë, puis on arrive dans un service qui est plutôt du lymphome, on se rend compte que c'est passionnant, ou l'inverse.
Moi, c'est vraiment un coup de peau que je sois arrivé dans ce service. Enfin, coup de peau, ça m'a intéressé quand je suis passé comme interne, donc j'ai demandé de faire un poste. Mais au début, c'est vrai que c'était plutôt le lymphome qui m'intéressait, mais alors jamais j'aurais pensé à faire du cérébral ou du post-transplant. Hein. Donc c'est l'occasion qui fait le larron. Hein. Vous avez cette possibilité, ça vous semble intéressant. Ne soyez pas déçus si on vous donne un truc super pointu, ça pourra peut-être mieux vous aider parce que vous allez vous faire connaître internationalement qu'un truc très large, vous traitez tous les lymphomes. Ah, vous allez galérer pour vous faire connaître. Hein. Donc c'est bien d'avoir un petit créneau. Après, vous pourrez faire un truc à côté, un petit créneau pour vous lancer. C'est utile. Et justement, vous, docteur Sylvain Choquet, j'ai vu que vous faisiez beaucoup d'interviews. Est-ce que c'est important pour vous aussi de contribuer, de partager un peu votre métier, votre passion Ouais. Oui, la réponse est clairement oui. Ça dépend des gens. Moi, je trouve passionnant de transmettre, de donner des cours. Alors, j'ai commencé très simple avec les cours aux infirmières. Personne ne voulait le faire parce que c'est du boulot. Alors, l'avantage des cours, surtout à des gens qui ne sont pas forcément médecins, c'est que ça vous apprend à vulgariser. Ça vous apprend en fait à vous forcer à bien comprendre ce que vous dites et à faire synthétique. Et ça, c'est vraiment essentiel pour pouvoir bien s'exprimer, bien pouvoir exprimer les choses. Quand vous avez à partir, vous avez des gens qui sont au même niveau que vous, qui sont mieux que vous et qui sont moins bons que vous. Un bon orateur, normalement, tout le monde doit comprendre. Et ça, pareil, je pense qu'il y a des conseils à faire, c'est commencer petit, donner des cours aux infirmières, donner des cours aux externes, et petit à petit, vous monter, vous allez vous sentir plus à l'aise. Moi, je me souviens, les premières présentations que je faisais, j'avais la nuque qui se crispait, j'étais super stressé. Mais en fait, il faut après on prend du plaisir, même à présenter les choses. Il faut bien connaître son domaine pour être à l'aise. Hein. Vous connaissez bien son domaine, du plaisir à transmettre, parce que les autres vont pouvoir s'intéresser à votre domaine. Et puis c'est un côté humain qui est passionnant. Ouais. Et puis je suppose, est-ce que si on apprend à vulgariser avec ce type de cours, est-ce que ça peut nous aider après dans la relation avec le patient, ou les parents de patients? Vous avez tout à fait raison, parce que la même chose qu'on va dire à une infirmière, à un externe ou à un médecin, on va essayer de le dire avec les termes les plus simples possibles, justement aux patients. Et puis parfois même on passe à côté parce qu'il n'a rien compris, et puis c'est l'infirmière qui va pouvoir rectifier un peu le tir, mais on apprend à être le plus simple possible, avec les mots les plus clairs possibles. Oui, bien sûr, ça aide également à parler aux patients. Hein. Et vice-versa, on sait bien parler aux patients, on pourra bien parler aux infirmières et aux médecins. Et là, c'est une question, et l'anglais aussi, c'est important de l'apprendre pour je dirais malheureusement oui. Malheureusement oui, parce que c'est la langue un peu universelle. Ne vous inquiétez pas si vous avez un accent français, il y a même des gens qui aiment bien, qui apprécient ça. Un peu de charme, ouais. Voilà, c'est un peu de charme pour certains, ils aiment bien. L'ennui vraiment, c'est les questions. Même si on se débrouille pas mal en anglais, les questions avec des accents ou des gens qui parlent trop vite ou des régions, on comprend rien, ça peut déstabiliser. Faut pas avoir peur de dire est-ce que si j'ai bien compris votre question est ça, quitte à faire un truc complètement différent, le mec il est stressé, il repose pas sa question, il répond à la question qu'on a compris, mais prendre son temps, je dirais, même à mon âge, je parle pas couramment, mais je me débrouille en anglais, les questions, ça fait toujours un petit peu peur. Mais dans son domaine, bah, c'est pas grave. D'ailleurs, si on lui pose 2 fois la question, après, il abandonne. Et puis, ça passe. Le plus important, c'était votre présentation, de toute façon. Oui, l'anglais, c'est important. Donc, je pense que c'est bien, comme beaucoup de jeunes le font, de regarder des séries dans la langue, en sous-titré. Vous essayez de comprendre ce qu'ils disent. 1, pour avoir l'accent. 2, pour avoir un peu plus de vocabulaire. Mais le vocabulaire scientifique est très limité. Vous vous rendez compte, vous parlez bien en hémato, et puis quand vous allez dans un magasin pour acheter un truc, vous êtes nul parce que les mots du quotidien, vous les connaissez pas très bien. Donc oui, l'anglais, c'est essentiel. Alors après, si j'ai un message très perso à donner, je dirais, n'oubliez pas français. C'est une très belle langue qui est très précise. Et j'insiste dans mes cours, ou dans ce que j'écris, en français en tout cas, donner des abréviations françaises, d'utiliser des mots français, le minimum anglais, parce qu'on n'a pas à se plier à ce diktat de la langue anglaise quand on est entre français, entre francophones, je dirais. Hein. Garder, défendre notre culture française, enfin francophone, en utilisant des mots français. Ça, c'est très important. Même en start-up, je suis d'accord avec ça. Hein, ah bah c'est parfait, c'est très bien. On a une très belle langue, effectivement, très précise. Ah, ouais. C'est une mode dans beaucoup de professions d'utiliser du franglais. Défendons-la avec presque autant de violence qu'au Québec. Ils le font bien là-bas. Mieux que nous. Beaucoup mieux que nous. Ouais. Donc, ok, bon bah super. Est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer? Bon, c'est toujours un peu difficile comme question, c'est très large. Bien sûr. Ah oui, c'est tellement large. Ici, la question, c'est de dire est-ce qu'il faut faire de la médecine hospitalière? Je dirais oui et non, parce que je suis normand, donc toujours un peu le partage entre les deux. Je dirais oui, c'est intellectuellement passionnant, c'est humainement passionnant. Vous voyez, je dirais l'une des meilleures récompenses qu'on peut avoir, c'est le dessin que j'ai là-bas. Je sais pas si vous pouvez le regarder, d'un petit garçon qui a donné ce dessin-là à sa maman pour me le donner. C'est une jeune femme qui avait une trentaine d'années au moment-là, qui a eu un lymphome secondaire cérébral,
qui a quitté le service dans lequel elle était parce que quand elle a dit qu'elle avait mal à la tête, il ne l'avait pas revue à temps et qu'on a pu guérir avec, alors pas des carticelles, mais avec des autogreffes, un traitement très lourd. Et il dit merci d'avoir sauvé ma maman. C'est quelque chose qui est touchant. Ouais. Vous voyez. Donc ça, c'est l'une des meilleures récompenses qu'on a dans notre profession. La deuxième, elle est intellectuelle. C'est quand justement on va faire des publications dans un domaine, qu'on est dans des congrès internationaux où on va vous prendre comme un référent. Le côté négatif, c'est que ça vous bouffe la vie. Et avoir une vie perso à côté, c'est difficile. Donc attention, dès le début, faites un choix. Ou si vous voulez avoir une vie personnelle qui soit bien équilibrée, peut-être qu'il faut lâcher un peu du lest sur la médecine et la recherche. Donc il n'y a pas que du positif dans notre métier, il faut être honnête. Mais c'est intéressant parce qu'on prépare les questions, on essaie de parler d'équilibre entre recherche clinique et pratique, mais au final, la vie perso, on voit aussi l'inclure dans On ces n'y pense questions. pas beaucoup, mais c'est important. Ouais. Et ben, merci beaucoup. Moi, De rien. une dernière question, est-ce que vous êtes plutôt jus de kiwi ou jus de science? Je dis oui, non, j'ai de science. J'avais changé, on avait dit carotte au début. Mais j'ai kiwi, j'aime bien aussi. Mais non, après, il y a le plaisir d'un côté, le plaisir intellectuel d'un côté, et puis le plaisir tout court de l'autre côté. Très bien, ben, merci beaucoup, docteur Sylvain Choquet. Mais de rien, c'était un plaisir.